Tu, tu attends. Voilà, j'ai le plaisir de passer la parole à Cédric Bertrand. On va faire de l'offensif maintenant avec Sibérésis. Cédric, c'est à toi. Merci Hervé. Bonjour, bonjour tous. Je suis un peu stressé comme quoi il y a plein de... Mais non, on est à l'OCIR pour Mais rigoler. je sais bien, C'est mais une bon, bonne ambiance, je vois que je suis un peu stressé. sans Pourtant, j'ai chouïa. l'habitude de faire des présentations, mais je sais pas, de présenter mon produit. Du coup, tout le monde m'impressionne. En tout cas, bonjour à tous et merci de votre accueil. Donc là, une petite présentation d'un projet où l'objectif, c'est de faire effectivement un peu le pont entre scanner de vulnérabilité et pentester. Hop, bon, mon background, voilà, je suis formateur, je suis aussi pentester, j'ai pas mal de certifications dans le forensic et dans le pentest. Et là, je vais vous présenter la plateforme que j'ai créée qui s'appelle CyberResist. Je vais passer rapidement sur les constats, mais l'idée c'est de voir un peu, de toute façon, on est obligé de faire des audits. Voilà, la réalité, c'est que les audits, ça coûte cher, c'est complexe, surtout là avec Dora NIS 2, et on va en avoir beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'augmentation du nombre d'attaques, que ce soit pour ransomware. Je crois que c'est les mairies là qui se sont fait encore attaquer la semaine dernière. Ce qui fait qu'il faut sensibiliser régulièrement aux attaques de phishing. Il y a les attaques web, il y a les attaques de social engineering maintenant avec les LLM. Faut les faire souvent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un audit au mois de janvier qu'il faut pas en faire un autre au mois de mars si on a mis en place des nouvelles machines, des nouvelles vulnérabilités qui peuvent être découvertes. Quand on veut être exhaustif, le périmètre d'une entreprise est quand même assez grand. On a tout ce qui est cloud, AWS, GCP, Entra ID. On a aussi les applications mobiles qui sont souvent oubliées. On a tout ce qui est web. On a aussi tout ce qui est interne. Si vous avez un Active Directory, il faut aussi l'auditer. Fait que voilà, on a besoin d'audit pour plein de besoins, conformité, nouvelle mise en prod, être sûr que tout va bien. Et puis il y a aussi un point qui est tout bête, c'est que si vous avez un grand périmètre, les audits, ça coûte quand même très vite cher, quoi. Pour avoir audité des mairies qui avaient par exemple 200 serveurs web exposés, si vous demandez des tests d'intrusion dessus, la facture quand même peut monter très 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 vite en fait. Donc voilà, on a besoin de s'auditer et il y a trois personnes spécifiquement qui ont besoin de s'auditer tout ce qui est RSSI, donc s'auditer pour être sûr que tout va bien. Quand vous êtes MSSP aussi, des fois vous avez besoin d'auditer vos clients pour être sûr que la configuration que vous avez faite, elle est bien à jour. Et puis quand vous êtes en Blue Team, en réalité, vous avez aussi envie de vous auditer pour vous améliorer, pour détecter les nouvelles vulnérabilités et tout. Donc fondamentalement, vous avez deux choix. Vous avez tout ce qui est audit automatisé. Donc là, via des scanners de vulnérabilité, des plateformes, vous avez OpenVAS, Nessus, Qualys, etc. Ou alors, vous avez les tests d'intrusion. Euh, donc, je vais juste faire un petit constat un peu sur les forces et les faiblesses des scanners vs des pentesters. Donc rapidement, voilà, les scanners de vue, enfin, tous les RSSI, on utilise plus ou moins. Bon, les forces, c'est quoi? C'est qu'au niveau du patch management, c'est pratique, hein, ça détecte les logiciels obsolètes qui sont pas à jour. Les coûts souvent sont maîtrisés quand par exemple vous achetez un Asus ou un Qualys, vous payez une licence à l'année, vous pouvez faire des scans régulièrement. C'est assez rapide. Pour tout ce qui est vulnérabilité simple, comme les services exposés sur le net, les versions vulnérables, ça vous le fait quand même assez rapidement. C'est facilement automatisable et industrialisable, hein. Vous allez pouvoir mettre des scans réguliers sans intervention humaine. Il y a une faible barrière à l'entrée, c'est-à-dire que vous pouvez lancer un scanner de vulnérabilité sans être pentester, heureusement. Pour l'hygiène de base, c'est quand même, on va dire, plutôt bien, hein. Ça détecte à peu près 70 à 80% des problèmes basiques. Ce qui est déjà plutôt pas mal parce que ça peut représenter les vulnérabilités qui vont être le plus facilement exposées. Votre VPN Fortinet n'est pas à jour, voilà, le scanner de vulnérabilité vous le détecte. Et puis ça permet aussi rapidement de répondre à tout ce qui est conformité et audit. Au niveau des faiblesses, le premier problème déjà des scanners de vulnérabilité, c'est que ils scannent uniquement ce qu'ils voient ou ce qu'on leur donne. Si par exemple vous avez des domaines qui sont pas connus par vous et qui ont été mis en place par votre administrateur, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé dans mon ancienne vie comme j'étais salarié, un admin qui avait mis des noms de domaines qui n'étaient pas connus par l'entreprise. Votre scanner de vulnérabilité scanne uniquement
les adresses IP, les domaines que vous lui donnez en fait, hein. Il ne va pas découvrir autre chose, quoi. Il peut y avoir pas mal de faux positifs ou faux négatifs, quoi, que ça dépend. En général, il y en a, il peut y en avoir et ça demande du coup une intervention manuelle. Ils sont quand même pas tip-top pour tout ce qui est cloud, par exemple AWS, GCP. Il n'y a pas forcément, en tout cas à ma connaissance, et encore une fois, je reste très humble vu que je n'ai pas eu l'occasion de tester tous les produits du marché, hein, pour être honnête avec vous. Mais en tout cas, moi, quand je fais des audits, je vois qu'il y a pas beaucoup de choses automatisées qui sont chouettes pour AWS, GCP, Intra-ID, etc. Euh, pour tout ce qui est audit authentifié, c'est-à-dire en gros, vous voulez auditer une application web avec un compte utilisateur, bah souvent ils sont pas très très bons et ils gèrent pas le multi-compte. Donc bah ça souvent pour tout ce qui est audit authentifié, par exemple, bah si vous avez envie de voir les droits d'un utilisateur, par exemple sur un CRM, euh, souvent c'est des tests d'intrusion manuels, les scanners automatisés, ils sont pas très très doués là-dedans en fait. Ils sont assez faibles en OSINT. Alors, l'OSINT, en gros, c'est la récupération d'informations accessibles publiquement. Mais en gros, bah, ils vont pas chercher dans les archives web, ils vont pas voir si vous avez des sites de phishing, ils font pas d'analyse de certificats. Enfin voilà, tout ce qui peut être fait par un pen tester, en général, bah, les scanners de vulnérabilité le font pas. Ils n'ont pas beaucoup d'intelligence dans l'attaque, c'est-à-dire un truc tout bête, par exemple, bah, de récupérer des mots de passe fuités pour voir si ça fonctionne sur les services. Ça, en tout cas, les scanners ne le font pas. Ils font pas, par exemple, ce qu'on appelle des spraying attacks. Par exemple, dans toutes les boîtes, statistiquement, vous avez quasiment un utilisateur qui utilise nom de l'entreprise, arrobase, le code postal ou l'année. Encore quelque chose que j'ai découvert en pentest il y a, euh, il y a 2 semaines. Mais ça, par exemple, les scanners de vulnérabilité, ils contextualisent pas selon l'entreprise qu'ils auditent. Euh, Aussi, un problème des scanners de vuln, c'est que souvent ils sont assez peu exhaustifs et ils sont souvent très spécialisés. Par exemple, si moi j'étais un gros utilisateur par exemple de Nessus, OpenVAS, mais surtout ce qui était CMS, CRM et autre chose, en fait, ils sont pas doués du tout. Du coup, si vous voulez vraiment faire un test complet, il y a beaucoup d'outils à utiliser. En réalité, vous avez plein de licences à utiliser très régulièrement. Et puis il y a aussi peu de priorisation intelligente. Souvent, les vulnérabilités elles sont classées par score CVSS, ce qui est honnêtement des fois un peu débile, hein. Des fois, par exemple, un mauvais certificat, il va vous mettre une note de 8 sur 10. Bon, je ne sais pas comment il note, mais des fois, en tout cas, je suis pas du tout d'accord avec la notation. Donc ça, voilà, c'était au niveau des forces et des faiblesses des scanners de vulnérabilité. Passons aux pen testers. Bon, alors, force, c'est quoi? Bah, quand même, les pen testers, c'est eux qui vont pouvoir découvrir des vulnérabilités complexes et métiers. Par exemple, bah, là encore, il y a 2, 3 semaines, j'ai fait un pen test sur un CRM où un utilisateur pouvait s'auto-valider ses congés. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû demander un billet au salarié, il m'aurait dit ne corrige pas la vulnérabilité. Mais ça, vous voyez, par, euh, par un scanner de vulnérabilité, ce genre de problématiques logiques, il ne va pas les trouver en fait, quoi. Là, les pentesters, ils vont pouvoir faire des scans en étant authentifiés. Par exemple, ils vont se connecter avec le compte d'un salarié, avec le compte d'un admin, ils vont pouvoir comparer les deux. Bon, bah ça, les scanners de vuln, ils sont pas très doués. Ils ont l'intelligence humaine, même si avec les LLM, quand même, on perd un peu de notre manière grise, mais ils vont pouvoir tester pas mal de choses. Ils vont avoir une vision offensive réaliste. Bah, ils vont se mettre vraiment dans la peau d'un attaquant. Ils sont créatifs, ils ont l'intuition, attaque par social engineering. Ils s'adaptent aussi en réalité. Bah, c'est toujours pareil, le scanner de vuln, s'il ne connaît pas l'outil que vous lui passez, il s'arrête là, quoi. Le pen tester, il y a quand même des capacités d'adaptation. Ouais, il y a force pédagogique, ils peuvent sensibiliser les équipes, ils priorisent les rapports. Aussi, un truc intéressant, puis justement par rapport à la présentation d'avant, bah, ils peuvent tester par exemple les EDR, hein, par exemple, ou tester les réactions du SOC, du SIEM, etc. Au moins, ils vont pouvoir. Moi, ça m'arrive souvent quand je fais aussi des tests d'intrusion. Les entreprises, elles ont un SOC et des fois, elles me demandent de vérifier si ça vaut le coup de payer très très cher pour le SOC et est-ce que le SOC a bien détecté toutes les attaques. Bon, bah ça, le pentester va pouvoir le faire. Au niveau des scanners de vulnérabilité, c'est plutôt binaire, quoi. Bon, alors ça, c'était la force du côté humain. Au niveau des faiblesses, bon, alors déjà, bah, le test d'intrusion, ça dépend aussi beaucoup de l'entreprise que vous utilisez. Euh, Toutes les boîtes ne se valent pas, donc vous pouvez avoir des qualités très, très variables. Vous pouvez aussi avoir des voleurs, en réalité, des fois des pentesters qui utilisent des scanners de vuln et qui vous font des petits rapports. Enfin voilà, il y a une qualité forcément très variable parce que ça dépend des gens qui le font. Il y a un scope qui est limité, à part si vous avez beaucoup d'argent, mais souvent, bon,
je ne vais pas parler des missions de Run Team qui sont sur le long terme, mais souvent, bah, vous avez une semaine pour auditer l'application. Là, c'est toujours pareil. En fait, si vous avez des très gros périmètres, par exemple, pour avoir audité la PHP qui ont 500 domaines, je vous laisse imaginer le temps en mode test d'intrusion, le temps que ça prendrait. Ça, c'est le problème des pentesters. Ils trouvent trop de choses. Donc, il y a un peu l'effet Big Bang. Des fois, vous avez des rapports qui font 50 pages. Donc, les pauvres administrateurs réseau, ils pleurent en voyant les rapports parce que, bah, il y a tellement de choses qui sont découvertes que bah, voilà, il y a trop de trucs d'un coup, en fait. Il y a besoin d'un côté humain, un côté dispo. Donc, test d'intrusion, voilà, faire une réunion de kick-off, faut qu'on fournisse les accès, des débriefs techniques. Et puis le problème aussi, le problème fondamental, c'est que ça coûte cher, hein. C'est-à-dire que souvent, les tests d'intrusion, en réalité, pour les PME ou quoi que ce soit, en fait, les prix, des fois, ils sont complètement fous. Par exemple, un test d'intrusion en interne, en général, c'est à peu près 8 9 000 euros. Et ça rejoint le deuxième problème, c'est pas toujours adapté au contexte. Par exemple, pour faire régulièrement des tests d'intrusion internes, vous compromettez toute l'entreprise en 2 heures. Bon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de prendre enfin, une semaine à 2 auditeurs, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas matures. Du coup, vous avez déjà trouvé tellement de choses d'un coup que bah, il y a des fois, selon le contexte, en fait, il n'y a pas besoin forcément de tests d'intrusion. En fait, des fois, je trouve que c'est aller trop loin pour. Et en fait, il y a aussi un cas, c'est que dans le test d'intrusion, vous allez pouvoir trouver des vulnérabilités très complexes, mais dans la vraie vie, ne sont pas tout le temps ultra utilisées, quoi. D'ailleurs, on peut le voir là, cette semaine, il y a une attaque, par exemple, sur beaucoup d'entreprises où vous avez vu l'attaque par supply chain, un composant qui a été. Bon, c'était une attaque de phishing et bêtement, hein, il n'y a pas eu de double injection SQL et tout. Ce qui fait que des fois, on va trouver des vulnérabilités très complexes en test d'intrusion, mais qui sont pas, enfin, qui sont, selon moi, des fois, elles sont pas souvent exploitées dans le réel. Et puis, c'est pas scalable, c'est-à-dire bah, les êtres humains, il faut bien qu'ils dorment aussi un peu, qu'ils mangent, les vacances, tout ça. Et puis, c'est toujours pareil, en fait. On fait des tests d'intrusion sur l'argent qu'on a. Bah, en fait, on va pas pouvoir les répéter autant qu'on veut, parce que sinon, au bout d'un moment, bah, on en revient tout le temps à un problème dessous, hein, en réalité, quoi. Et puis, s'il y a un truc que j'ai remarqué que les pentesters, souvent, avec ceux que je travaille, à l'exception de ceux qui font du red team, ils sont pas tout le temps très focus sur l'OSINT. C'est-à-dire que moi, souvent, les gars avec qui je bosse, il y en a qui sont très bons en technique, mais ils font pas trop d'OSINT. C'est souvent, j'ai constaté que c'était quelque chose qu'ils faisaient pas. Et puis aussi, si vous avez besoin de faire autre chose, bah, c'est des prestations en plus, comme si vous avez une application mobile, bah, faut payer. Si vous voulez faire de la veille sur les fuites de données, faut payer. Enfin, ce qui est normal, mais ce qui fait que si vous êtes même une PME, bah, en fait, la facture peut être assez grosse. Donc, donc voilà, au niveau de la conclusion entre les scanners de vulnérabilité et les pentesters, voilà. Les scanners de vuln, c'est quand même top pour la surface technique de base, mais c'est quand même largement insuffisant pour une vision qu'on appelle réaliste et contextuelle des risques. Les pentesters, donc, ils sont puissants et intelligents. Putain, j'aime bien les mots que j'ai utilisés, mais souvent, ils coûtent très cher. C'est souvent, encore une fois, selon les budgets, c'est souvent ponctuel, c'est pas scalable, ce qui fait qu'on aurait besoin de scanner en continu. Et en fait, à ma connaissance, en tout cas, après, il y a des outils qui existent. Je sais qu'il y a Pentera que je ne vais pas citer, mais des fois, des outils aussi qui sont très haut de gamme au niveau des prix et qui ne sont pas du tout adaptés non plus aux PME en réalité. Ce qui fait qu'en tout cas, à ma connaissance, et je reste humble parce qu'encore une fois, je n'ai pas eu la prétention de tester tous les outils du marché, mais il y a assez peu d'outils qui font le mix entre un peu le test d'intrusion et le scan automatisé. Je vais parler de Ping Castle, par exemple, qui est un super outil, honnêtement, mais il est très passif. Il teste uniquement la configuration. Il y a des choses assez simples qui ne testent pas. Si je prends l'exemple des Nessus ou OpenVAS, qui sont des scanners avec Qualys, sont souvent trop généralistes, en tout cas, ce qui fait qu'il faut souvent leur ajouter beaucoup d'outils pour qu'ils vraiment ils deviennent chouettes, quoi. Donc la vision un peu de cyber-résiste, oui, Patrol aussi, mais Patrol, il est... ouais, je sais, mais il fait pas ce que je fais, mais ils sont très bons aussi. Merci Hervé d'en parler, quoi. Bon, en tout cas, CyberResist, c'était quoi la proposition? C'était, en gros, moi, pour être honnête avec vous, c'est qu'initialement, je devais faire des tests d'intrusion très réguliers. Dans l'entreprise où je travaillais, ils avaient 200 ou 300 domaines. Et du coup, j'ai commencé un peu à automatiser ce que je pouvais, puisque bah, des fois, faire les rapports et tests d'intrusion, c'était pas, c'était un peu, j'avais besoin de le faire très régulièrement. Donc, qu'est-ce que c'est un peu CyberResist? Bah, c'est un orchestrateur qui fait qu'on combine un peu OSINT et détection de fuite de données. On fait des scans techniques un peu plus enrichis et contextualisés.
Au niveau des périmètres, on fait l'Active Directory, le web, et puis surtout, il y a des rapports aussi automatisés, visuels et sexy pour les MSSP, parce que souvent, ils ont besoin d'auditer leurs clients. Bon, on leur fait des rapports qui sont très très beaux et qui peuvent vendre directement aux clients. Donc, je vais vous présenter un peu les fonctionnalités de CyberResist au niveau, j'allais dire, de la complexité un peu des fonctionnalités. Donc là, on va parler du niveau 1. C'est quoi le niveau 1 un peu de CyberResist au niveau des fonctionnalités? Donc la première, bah voilà, comme je vous ai dit un peu, CyberResist, c'est un peu une plateforme tout en un, où en gros, on utilise à peu près 70 à 80 outils, plus pas mal de tests aussi qui sont faits manuels. Donc on gère le web et on gère ADCS. Donc ADCS, pour ceux qui ne sont pas techniques, c'est l'Active Directory on-premise en gros. Ça se fait de moins en moins quand même. Beaucoup de clients maintenant passent sur Azure ou Intra-ID, mais c'est les serveurs Active Directory dans une salle serveur dans leur entreprise en gros. Donc nous, on gère un peu ces trois périmètres. Bah, je vais vous présenter un peu mieux, mais l'idée, c'est de faire un peu une marque blanche. On a des partenaires MSSP qui l'utilisent. Ils ont besoin d'auditer leurs clients. En gros, l'idée, c'est qu'ils cliquent sur un bouton et ça leur fait quasiment un rapport entre le pentest et le scanner de vulnérabilité. C'est ce que je vais vous montrer. Donc là, on va parler de la partie web. Donc au niveau du web, donc on fait. D'ailleurs, je vois que tu as un petit une petite étiquette ONIF. S'ils étaient moins chers, je l'utiliserais parce qu'il est top comme outil. D'ailleurs, faudrait que je. Mais voilà, on fait beaucoup ce qu'on appelle de l'osine. Donc, on énumère toute la cartographie DNS, on analyse les certificats, on analyse le web, on recherche les sites de phishing, on utilise les Google Docs, vous savez, les requêtes dans Google pour trouver d'informations, GitHub. Ah, toute cette partie, on l'a un peu automatisée. Il y a aussi un début d'intelligence, je le mets entre guillemets parce que, bon, en gros, par exemple, on fait de la réutilisation de mots de passe fuités. On arrive à trouver les mots de passe qui sont fuités, on les réutilise, par exemple. On arrive aussi à générer des wordlists personnalisées pour l'entreprise. On fait aussi de la veille sur le dark web. Et en fait, la plateforme, elle est vraiment all-in-one, c'est-à-dire que bah, tout ça, en fait, ça intégré directement dans une seule plateforme. Et puis pour la partie web aussi, on détecte beaucoup d'applications, voilà, WordPress, Joomla, GLPI aussi, qui est très sous-estimé, Drupal, Moodle, toutes les applications custom, mais on a vraiment un très grand panel. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, euh, attendez, hop, faut juste que je repartage mon écran. Ah. Voilà. En gros, c'est une plateforme SaaS. Euh, Hop. Et comment ça se présente? Bah après, j'ai voulu le lancer sur hs2.fr, qui est le meilleur cabinet de formation au monde, mais en très gros, là, comment on peut lancer? Putain, je trouve que c'est très très lent. En gros, là, bah, tu me permets de le lancer. Il y a rien d'offensif, hein, Hervé, hein, si tu me permets, hein. Non, non, mais bon, je suis très content qu'on teste mon infogéreur. Alors, là, je vais juste vous montrer la partie OSINT, mais là, si vous y connaissez rien, en gros, il suffit juste. Attendez. Il suffit juste, en gros, là, d'ajouter le domaine qu'on veut auditer. Vous allez voir, après, la plateforme a fait tout le reste. En gros, là, ça y est, on a déterminé le périmètre, on fait lancer un audit. Donc là, on clique sur lancer un scan, on choisit si on veut lancer un scan passif. Donc là, scan passif, c'est on va faire la cartographie, l'OSINT et tout. Et puis scan complet, on va faire de l'audit plus offensif. Voilà. On clique sur lancer le scan. Et puis ça y est, là vous voyez à droite, il commence déjà à bosser. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour un audit qui a déjà été fait. Mais en gros, vous avez bah, tous les domaines. Donc là, on fait l'énumération de domaines. Donc on trouve le Shadow IT, analyse de certificats. On fait toutes les fuites de données. Donc là, bah, I have been pwned, vous devez connaître. Donc on utilise des outils similaires. On fait de la veille aussi sur les stealers, les infos stealers aussi qu'on récupère. On fait toute une partie OSINT où là, on récupère les archives du web, on teste la messagerie, enfin, on utilise Shodan, bientôt ONIF. Non, c'est que je l'aime bien, c'est que des fois. En fait, il est hyper top, c'est que des fois, ouais, j'essaye d'intégrer des nouveaux outils comme ça qui, et je pense que lui me plairait beaucoup. Là, je finis, puis pour vous montrer, à la fin, on a un rapport d'audit où on a toutes les vulnérabilités qui ont été découvertes, puis surtout, pour les gens, en fait, on a un bouton qui s'appelle télécharger un rapport. En fait, on a un rapport Word qui est directement généré. Avec aussi, on peut remercier l'IA maintenant des synthèses managériales qui sont générées directement. Là, j'attends qu'il
qui télécharge. Et puis voilà, ça c'était pour la partie un peu web. Si je reviens juste sur, par exemple, bah, HS2, ah voilà, il a fini de télécharger. Attendez. Hop. Donc là, vous avez un rapport Word, Excel, un fichier de suivi, puis vous avez surtout un rapport Word qu'on peut mettre en marque blanche et que n'importe qui peut utiliser. Bah voilà. En gros, là, ça vous fait. On va les rendre on est en train de les rendre un peu plus sexy, les rapports, mais vous voyez, vous avez directement un rapport qui est pré-rempli, en fait, avec les points forts de l'audit, toutes les vulnérabilités qui sont triées. Ah, mais il y a des vulnérabilités majeures, hein. Non, c'est sur le démo, Hervé, t'inquiète pas, c'est sur le démo. Et vous voyez, en gros, il est déjà pré-rempli. En gros, vous avez quasiment, il y a la relecture, mais elle est déjà faite. Mais non, non, Hervé, t'inquiète pas, ton infogérant ne fait pas grand-chose. Et là, regardez, juste par exemple sur Hervé, bah, vous pouvez voir, là, on a identifié la plupart des domaines qui peut y avoir. Ça, c'est un truc aussi intéressant. Des fois, quand vous êtes RSSI ou quoi que ce soit, vous pouvez louper certains domaines. Bah là, en fait, comme on utilise plusieurs outils, ça permet vraiment d'avoir la surface d'attaque la plus complète, quoi. On reviendra dessus, Hervé, je te vois. Si tu veux, je t'enverrai le rapport un peu plus tard. Attends. Hop. Ah oui, j'ai une astuce à faire parce que je vois qu'il faut lancer la présentation. Voilà, si je fais comme ça devrait passer. Donc voilà. Ah merde. L'effet Bonaldi, comme on dit, non? Attends, je repartage mon écran. Ah, ok. On fait aussi la partie, alors pour la partie audit interne, euh, bon, souvent le web c'est hyper intéressant, mais ce que les RSSI et tout ce qu'on a besoin d'auditer, c'est bah, la partie Active Directory, soit son Active Directory interne, soit son intra-ID. Ouais, les scanners de vulnérabilité sont pas forcément hyper adaptés, mais il y a un outil quand même qui est top, hein, soyons honnêtes, qui est Ping Castle. Euh, Donc là, je vais juste comparer ce qu'on fait par rapport à Pincastle, parce que c'est quand même un outil qui est vraiment top, honnêtement. Pincastle, on peut aussi beaucoup le remercier pour l'apport qu'il a fait à la communauté. Donc, l'avantage, par exemple, de Pincastle, c'est qu'il fait une analyse, une cartographie en quelques instants de l'AD. C'est une référence connue. Les rapports sont clairs, honnêtement. On a un scoring global et des recommandations. C'est un bon indicateur de maturité. Si après, je devais dire un peu les côtés négatifs de Pincastle, bah, par exemple, il est détecté par les EDR. Ce qui fait que moi, j'ai beaucoup de clients des MSSP. Ils peuvent pas le lancer sur leur infra parce que leur EDR, il bloque Ping Castle. Ce qui est un peu dommage. Alors, vous pourriez me dire, bah oui, mais ils pourraient très bien enlever l'EDR, mais ça, c'est le premier point, c'est qu'on va pas pouvoir l'utiliser où on veut parce que bah, potentiellement, maintenant, ils se font détecter. Parce que je pense comme l'outil est tellement bien, les attaquants l'utilisent, donc ce qui fait que maintenant, ils sont un peu embêtés. L'outil, quand même, il est assez passif dans l'ensemble, c'est-à-dire que il évalue la configuration et les risques, mais il fait pas des tests plus offensifs, quoi. Il y a une couverture limitée. Il n'audite pas les stations de travail ni le réseau, uniquement l'AD. Juste un truc pour les MSSP qui l'utilisaient, normalement l'usage il est payant en audit client. Normalement, je crois que c'est plusieurs milliers d'euros à l'année. Puis surtout, les rapports, on ne peut pas les délivrer directement. Donc nous, en fait, bah, c'est toujours pareil. En fait, notre outil, il permet de très facilement d'auditer un Active Directory. En fait, en gros, on envoie un fichier exécutable au client et quand le client, alors je vais reprendre plutôt résister. En fait, ça renvoie directement les résultats à la plateforme et ça fait un audit très complet de tout l'Active Directory, des stations de travail, etc. En fait, si je devais comparer avec le Ping Castle, bah nous, on fait des tests un peu de scénarios d'attaque pour peut-être les pen testers, ça devrait vous parler Bloodhound. Donc on analyse les permissions par exemple, on recherche s'il n'y a pas des mots de passe dans les répertoires partagés, on teste des comptes faibles, on teste la PKI. Enfin vous voyez, on fait des tests un peu plus offensifs que justement Ping Castle, quoi. Ensuite on va tester tous les services qui sont exposés par exemple sur le réseau, on détecte les serveurs Exchange, les SharePoint, on audite les postes de travail. Donc, par exemple, on essaye de voir s'il y a bien un EDR qui est installé sur le poste, s'il y a bien un gestionnaire de mots de passe. On détecte aussi, par exemple, si les mots de passe sont enregistrés dans le navigateur. Enfin, vous voyez, on fait plein d'audits comme ça. On essaye de vraiment, en fait, avoir la couverture un peu la plus large possible.
Et pareil, pour Intra ID, bah, on va vérifier le MFA, les rôles globaux, est-ce que tout le monde a une application, les comptes invités, les secure scores, etc. Et surtout, bah, voilà, on pourra en parler, c'est utilisable aussi en forensique parce que sur notre outil AD, on va tester un niveau de bruit pour voir si le DR ou le SOC il détecte bien en fait. Est-ce que si je récupère les mots de passe, bah, le SOC il a bien mis une alerte? Donc vous voyez, il peut y avoir ça. Et donc voilà, c'est un fichier exécutable qu'on envoie et en quelques minutes, bah, ça envoie tous les résultats à la plateforme concrètement. Bah voilà, au niveau de la démo, pour vous montrer un peu, alors là, je vais vous montrer un peu un rapport secret, puisque vous êtes des privilégiés, c'est que normalement, pour le client, c'est un rapport assez qui voit pas. Moi, juste pour vous montrer, là, vous voyez, on teste si les utilisateurs sont bien dans le groupe, s'il n'y a pas de délégation, s'il y a bien le tiering, par exemple, s'il n'y a pas des vues. Enfin, vous voyez, moi, je récupère toutes ces informations-là. Et en fait, après, bah, j'alimente la plateforme tout simplement. Et ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est que je peux rajouter aussi des tests. On rajoute des tests aussi régulièrement. Je vais revenir sur la presse. Hop. Donc ça, c'était un peu le niveau 1 de l'automatisation. En réalité, c'était bon, c'était déjà intéressant. Il y a déjà beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Puis maintenant, on va passer un peu aux fonctionnalités un peu au niveau 2 pour se rapprocher un peu plus des pen testers. Quelque chose qu'on fait, bah là, par exemple, on fait ce qu'on appelle de l'OSINT poussé, c'est-à-dire qu'en gros, on récupère les archives web, on les analyse, et là, par exemple, on commence à trouver des vulnérabilités qui sont introuvables pour les scanners classiques, qui font pas de l'archive web. Et souvent, on va découvrir des domaines non connus, et vous voyez, on fait directement, en fait, on prépare les modules qu'on va pouvoir tester de manière approfondie. Et souvent, on trouve des identifiants ou quoi que ce soit. Ça, cette partie automatisée, souvent, bah, ça donne déjà pas mal de bons résultats. Je vous ferai un petit retour d'expérience après. Bah, là, par exemple, pour vous montrer une petite vulnérabilité qu'on a trouvée en 2 minutes avec la plateforme et qu'on n'a pas trouvé avec les autres scanners de vulnérabilité, on récupère par exemple les mots de passe qui ont fuité d'une entreprise. Après, on vérifie si l'entreprise elle utilise Office 365 et puis tout simplement, on teste les credentials si par exemple, bah, ils fonctionnent sur Office 365. Et là, vous voyez, j'allais dire, en 30 secondes, on a trouvé un compte qui est valide. Et après, bah, facile, hein, on peut déjà se connecter à la plateforme. Ça, vous voyez, un exemple d'automatisation que les scanners de vue ne trouvent pas. Des fois, les pentesters, je trouve, ne testent pas assez. Et pourtant, c'est partie des vulnérabilités qui me semblent bah, hyper importante à tester pour l'entreprise. Mais voilà, un petit exemple d'automatisation déjà où on peut aller plus loin que tout ce qui est passif. Les deuxièmes choses qu'on commence à tester là, qui sont intéressantes, c'est qu'on commence à analyser automatiquement les applications Android des entreprises. Par exemple, on a beaucoup d'entreprises qui ont des applications Android. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une application là, T-Dating Advice, qui était utilisée par les femmes pour vérifier s'il n'y a pas des antécédents d'hommes qu'elles fréquentent. Il y a une faille dans l'application, en fait, c'est que dans l'application Android, il y avait l'adresse d'une base de données Firebird, et du coup, ben, on a tout récupéré. Bah, ça, vous voyez, par exemple, la plateforme permet de le faire. En gros, pour un nom de domaine, on récupère automatiquement les applications Android et on les analyse. Euh, donc pour ça, on utilise un LLM, puis il y a aussi des outils d'analyse statique. Mais vous voyez, on va déjà un cran plus loin au niveau du périmètre, quoi. Un truc qu'on fait aussi, si jamais on trouve par exemple des points Git ou des points SVN, vous savez, Git, bon, GitHub, ça doit vous parler, mais souvent dans les audits, on découvre que des fois, les infogérants, les développeurs, ils oublient les petits points Git. Donc on peut récupérer tout le code source. Bah, nous, non seulement on récupère, mais on va plus loin. On va rechercher des vulnérabilités dedans, ce qui fait on va découvrir des nouvelles vulnérabilités qu'ils ne connaissaient pas et après on les réexploite, par exemple. Voilà, ça, c'est un exemple de fonctionnalité d'un peu plus haut niveau. Et enfin, là, je vous ai parlé de l'audit Active Directory. On essaye de faire aussi un truc qui est vraiment pertinent, c'est-à-dire que le problème, par exemple, des outils comme Pincastle, c'est qu'ils nous listent les vulnérabilités. Ben, nous, par exemple, en fait, on fait de la détection combinée. C'est-à-dire, plutôt que de détecter juste une vulnérabilité, on essaye de dire au client, bah, en fait, avec cette vulnérabilité, celle-là et celle-là, bah, voilà comment on peut compromettre votre domaine. En fait, on fait des scénarios d'attaque. Et ce qui fait que si par exemple on détecte qu'il y a le LLMNR activé et le relais Kerberos, ben, on lui dit bah voilà, on va tester l'attaque et on va faire des scénarios de manière un peu automatisée pour que ça soit beaucoup plus adapté un peu à la réalité, plutôt qu'encore une fois de faire un rapport qui est très statique, quoi. Donc nous voilà, un autre truc intéressant qu'on fait, on fait des vrais scénarios d'attaque en vrai. Et puis là, on va passer enfin aux fonctionnalités d'un niveau encore plus, un peu plus évolué, on va dire le niveau 3.
Le premier, par exemple, je vous ai dit que l'audit Greybox, pour vous rappeler ce que c'est en gros, bah, vous avez une application web et en fait, l'auditeur, il va se connecter avec un compte et il va auditer l'application. Bon, bah ça, les scanners de vulnérabilité ne le font pas bien, ce qui fait qu'on est obligé de payer, j'allais dire grassement les pen testers. Je ne sais pas si on est payé grassement, mais en tout cas, ça a un certain coût pour auditer les applications. Bah là, on a développé par exemple un module qui permet de faire des modules, une connexion avec un compte à une application et de faire quasiment en fait un audit Greybox. Alors, on ne fait pas encore aussi les pen testers, mais en fait, on arrive à trouver bah, plein de vulnérabilités qu'en fait, on arriverait à trouver uniquement si on est connecté à un compte. Et là, qu'est-ce que ça permet de voir ça? Bah, ça permet vraiment de voir qu'est-ce que peut faire un attaquant avec un identifiant volé, en fait, quoi. Donc là, en gros, si on va un peu plus loin, donc je vous ferai peut-être la démo après si j'ai le temps, mais en gros, on récupère les identifiants qui sont volés, par exemple, sur une plateforme, on les teste sur les applications web, et si on arrive à se connecter, bah, en fait, on a l'orchestrateur qui permet d'auditer l'application profondément, en fait, quoi. Et donc là, ce qui fait qu'on a une réutilisation un peu intelligente des identifiants et de voir qu'est-ce qu'un attaquant pourra vraiment faire, ce qui fait qu'on arrive à découvrir des nouvelles vulnérabilités et tout. Et là, il y a le dernier outil sur lequel on bosse, bah justement, il y a un outil qui permet de détecter automatiquement une interface web et de tester les identifiants, ce qui fait que là, bah en fait, bah voilà, ça nous permet de réutiliser les informations qu'il y a sur Internet pour agrandir la surface d'attaque. Là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a découvert un CRM, un identifiant volé. On a réutilisé l'identifiant, on a fait un audit d'application web et donc on a pu encore aller un peu plus loin. Et à chaque fois, là, ce qui fait qu'on utilise beaucoup plus maintenant les LLM. En plus, bon, le terme à la mode, soyons honnêtes aussi, c'est vrai que c'est vraiment puissant. Ce qui fait qu'il y a plein d'applications de pentest. Le truc aussi qui est pénible, c'est comme il faut faire des rapports, bah, à chaque fois, l'IA, des fois, elle part un peu dans toutes les directions. Donc, ce qui fait qu'on est obligé vraiment de choisir avec parcimonie, en fait, qu'est-ce qu'on lui donne à faire pour éviter que, elle rentre dans des gros délires, quoi. Donc ça, voilà, c'était un peu les trois niveaux de fonctionnalité. Bon, il y en a plein d'autres, mais c'était les plus intéressantes. Et voilà, pour aller encore un peu plus loin, bon, donc oui, on va bientôt utiliser les agents IA. C'est que des fois, j'essaye vraiment de, comme on fait des tests d'intrusion, on est vraiment attentif en fait à être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Mais là, ce qu'on aimerait bien faire aussi, c'est par exemple quand on fait un audit, une application web, vérifier s'il n'y a pas l'application disponible sur GitHub, s'il y a le code source, et hop, lancer de l'analyse statique, analyser en temps réel les domaines, réanalyser les fuites. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire. Bon, une fois que quand vous êtes passionné et puis que un truc qu'on aimerait bien faire aussi, c'est améliorer le ZINT. Par exemple, pour tout ce qui est arnaque au président. Là, on est en train d'analyser, par exemple, dans les contrats des entreprises, souvent, il y a la signature, par exemple, du président. Bah, on est en train de détecter ce genre de choses et de prévenir l'entreprise qu'en fait, on peut facilement récupérer plein d'informations. Enfin bon, il y a tellement de choses que voilà. Il y a tellement de choses qu'on peut faire que ça s'arrête jamais. Et comme je dis, pourquoi on n'utilise pas l'IA tout le temps? Je vous dis ça parce que là, je regardais un magazine, il disait, ouais, le LLM qui fait du pentest. Encore une fois, le problème qu'on a, c'est que des fois, il faut catégoriser les vulnérabilités, être sûr qu'il n'y ait pas d'impact, faire aussi des rapports qui soient cohérents. C'est pour ça que, bon, je mets pas le tout IA tout le temps et que, on est très attentif à ce qu'on fait. Et puis bah voilà, le futur des audits pentest, de toute façon, déjà on peut se demander si l'IA est un meilleur pentester que l'humain en réalité, hein. On va quand même beaucoup vers ça. Donc j'ai vu pas mal de pentests IA là, qui utilisaient les agents et qui étaient particulièrement offensives. Enfin bon, le domaine, la question se pose sur les prochaines années sur le test d'intrusion. Bon voilà, je vous remercie pour votre attention en tout cas, puis j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à Cédric ta présentation. Alors, do you want